Mes chers consoeurs, mes chers confrères, nous avons le privilège et la chance d'avoir parmi nous une de nos jeunes consoeurs, Dr Hind, qui est comme elle l'a présenté sur la première diapositive, elle est résidente en chirurgie esthétique et plastique au CHU à Vicenne. Donc elle va nous parler des brûlures électriques. Et en général, les médecins qui s'intéressent à ce sujet, c'est des gens qui ont des expériences de ça. Et j'en ai quelques-unes. Donc c'est un sujet très intéressant. Sans trop tarder, je donne la parole au docteur Hind. Tfadli. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, comme on dit, notre sujet aujourd'hui, c'est à propos des brûlures électriques. C'est un sujet qui est très intéressant et que tout médecin, généraliste ou spécialiste, doit absolument le connaître. Donc, on aura comme plan l'introduction, ensuite l'épidémiologie, les types de brûlures électriques, la physiopathologie, l'étude clinique, la conduite à tenir initiale et la conclusion. Donc, comme les brûlures électriques, ce sont rares mais graves et qui nécessitent une prise en charge qui est urgente car l'évolution peut être marquée par des complications graves comme cardiaques, rénales, neurologiques, ainsi que des séquelles qui sont très importantes. Donc, de ce fait, on va donc l'épidémiologie, donc les brûlures électriques, elles atteignent surtout la population active, jeune, à prédominance masculine. Et les circonstances de l'accident sont souvent d'ordre professionnel, suivies d'accidents domestiques qui touchent surtout la femme et l'enfant, et en dernier, les lésions iatrogènes. Donc, les brûlures électriques correspondent à une destruction cutanée causée par un courant électrique en constituant la conséquence la plus habituelle. Donc, on distingue un contact, donc elles peuvent être avec un contact direct ou avec un contact indirect. Donc, le contact indirect, ce sont des brûlures secondaires aux étincelles qui s'appellent le flash électrique. Et ce qui diffère avec toute la conduite à tenir qui est très différente de brûlures électriques proprement dites. Donc, qui sont des vraies brûlures électriques et qui, par un passage direct du courant électrique entre un point d'entrée et un point de sortie. C'est surtout ça. Donc, quand l'électricité passe, on a toujours un point d'entrée et un point de sortie, parce qu'on est généralement considéré en tant qu'un conducteur. Donc, l'électrisation, c'est la réaction du corps humain due à ce courant accidentel avec l'électricité, alors que l'électroculsion, c'est une électrisation qui entraîne la mort, le décès. Alors, pour comprendre l'effet de l'électricité sur le corps, il faut tout d'abord rappeler les caractéristiques d'un courant électrique, à savoir l'intensité, la tension, la résistance, la durée du contact et le trajet et le type de courant. Donc, l'intensité du courant électrique peut être comparée à un débit d'un fleuve. Elle reflète la quantité et la vitesse du courant électrique qui circule au point de données du circuit électrique. Donc, bien sûr, comme vous connaissez, l'intensité sans unité, c'est l'ampère. Et il faut comprendre que c'est l'intensité du courant qui tue. C'est-à-dire, si on est à 0,5 mA, la perception, elle est faible. Donc, l'augmentation de cette intensité, c'est-à-dire à 10 mA, elle peut engendrer la contracture musculaire. À 30 mA, la paralysie respiratoire. À 75 A, c'est la fibrillation cardiaque. Et finalement, à 1 A, survient l'arrêt cardiaque. On passe à la tension électrique, donc c'est le voltage, et c'est une grandeur. Donc c'est une grandeur qui représente la circulation du champ électrique le long d'un circuit, exprimé en voltage bien sûr. Donc là on distingue deux types de courants, donc à bas tension et à haute tension. Le bas voltage, c'est moins de 500 voltages.
Il est rencontré plus dans les accidents domestiques, entraînant des brûlures profondes mais relativement bien localisées à point d'entrée et de point de sortie, et le courant à haute voltage, c'est-à-dire plus de 1000 volts, et qui provoque un arrêt cardiaque avec des destructions tissulaires massives au niveau de point d'entrée et point de sortie. Donc, le corps humain est soumis à une tension électrique qui comporte une résistance électrique. Donc, c'est la résistance humaine et il laisse donc passer le courant électrique. Donc, cette résistance, elle est caractérisée par la faculté de la peau à laisser passer plus ou moins le courant dans notre corps. Donc, les études scientifiques, ils ont permis d'établir un graphique illustrant la variation de cette résistance. Donc, par exemple, au niveau du sang, des tissus nerveux, les milieux liquides, ce sont des tissus à basse résistance. Donc, le courant, il va passer. Donc, et par contre, la peau et l'os, ce sont des organes à haute résistance et dont les cellules seront lésées par la chaleur. Donc, on a le trajet du courant. Lors d'un contact avec le courant, ce dernier il passe préférentiellement par les axes vasculo-nerveux, tant que ce sont des tissus à basse résistance, et donc qui représentent les zones de moindre tension. Voilà. Et le courant doit tracer, donc il trace un trajet à travers le corps avec un point d'entrée et un point de sortie. Donc, ce trajet peut être long, transthoracique, et ce qui fait qu'il peut engendrer un arrêt cardio-circulatoire et des brûlures électrothermiques très graves. Donc, bien sûr, la durée de contact, c'est plus l'exposition dure, plus la quantité du courant est importante. Et avec la prolongation de l'exposition des résistances, donc elle baisse, donc l'intensité, elle augmente, puisque c'est tout à fait normal. Quand on a la résistance qui est basse, donc l'intensité, elle va passer, le courant, il va passer facilement. Et de ce fait, on va décrire deux types de courants. Donc, on a le courant direct ou continu, comme ce qu'on retrouve dans les batteries, les piles, les panneaux solaires. Donc, ce sont des courants dont les flux des électrons s'écoulent toujours dans le même sens, du négatif vers le positif, et qui retrouvent dans qu'on peut retrouver, comme j'ai dit, dans les piles. Et le courant alternatif, c'est ce qui on l'utilise dans notre maison, comme l'éclairage, le chauffage, la cuisine. Et ces électrons, ils circulent de 2 à 2 sens, donc d'une façon qui est alternative. Donc, il faut noter aussi qu'à tension égale à un courant alternatif, et il y a 3 fois plus érythro-homogène qu'un courant direct. Puisqu'on a le courant, il passe de 2 sens. Il peut aller et revenir en même temps. Bien sûr, là, on va étudier toutes les conséquences sur notre corps. Donc, on commence bien sûr par les lésions cutanées, et c'est la première barrière qui traverse la peau. Donc, les brûlures sont localisées à un point d'entrée, souvent situé à un membre supérieur, et un point de sortie, toujours il faut le rechercher, qui peut être dans le membre contralatéral ou au niveau des membres inférieurs. Et la profondeur de la brûlure peut être contrastée avec l'étendue des lésions profondes. La surface cutanée brûlée est estimée par la règle de 9 de Wallace ou calculée en utilisant la paume de la main du patient qui correspond à 1%. Donc, la paume de la paume du patient, c'est 1%. Donc, on peut calculer la surface corporelle brûlée. La profondeur, bien sûr, des lésions, elle permet de classer selon le degré de la brûlure, premier degré, deuxième degré superficiel ou profond, et le troisième degré. Et lors des électrisations par courant direct, la surface brûlée ne permet pas de préjuger la gravité des lésions tissulaires internes de l'électrotraumatisme. Donc, il faut toujours attendre au moins 4 jours. On dit que c'est la durée que le courant passe dans le corps et pour évaluer la gravité et les lésions. Et c'est ainsi au 4e jour que les lésions se stabilisent.
Bien sûr, les lésions cardiaques, donc ils sont quasi systématiques si le thorax est situé entre le point d'entrée et le point de sortie. Des effets immédiats peuvent se voir comme l'effet excitomoteur qui engendre la fibrillation ventriculaire dans les courants de basse tension et les courants de haute tension génèrent un effet de Joule qui provoque la systolie. Donc l'effet retardé métabolique par hyperkaliémie et sont aussi possibles, ce qui justifie la surveillance rapprochée des patients électrolysés. Donc l'effet de Joule cause la nécrose myocardique, focale ou diffuse, la CIVD, l'ischémie, la thrombose et les symptomatologiques d'allure angineuse. Donc il faut rechercher des anomalies à l'ECG. Donc les lésions neurologiques qui peuvent aller jusqu'à la perte de substance, la perte de connaissance, je suis plasticienne, la crise convulsive, donc des lésions du centre respiratoire, des lésions indirectes comme par anoxie et des lésions directes, le trajet de la main, paralysie, parésie, etc. Ces lésions, donc on a des lésions artérielles et ou veineuses, des nécroses de médias, risque d'anévrisme. Les vaisseaux de grand calibre, généralement, ils sont peu atteints. Les vaisseaux de petit calibre qui engendrent une ischémie, et un vasospasme et thrombose. Et 2 à 6% des lésions artérielles sont retardées. Bien sûr, il y a d'autres lésions comme les lésions digestives, perforation estomac, c'est surtout par effet de stress, nécrose pancréatique, hépatique, les lésions rénales, brûlures, nécrose vasculaire, la rhabdomyolyse, les lésions musculaires, dysfonction électrique des membranes cellulaires, lésions électriques vraies, donc des œdèmes, donc syndrome des loges qu'il faut suspecter et il faut rechercher en première position. Et l'évolution, elle peut se faire vers la nécrose ou la fibrose. Donc des lésions osseuses, bien sûr l'os, comme on l'a dit, il est de grande résistance, donc il peut avoir des ostéonécroses par lésion thermique et des fractures par effet de plast. Donc tout d'abord, il faut interroger le patient, donc le traumatiser, l'âge, le sexe, le membre dominant, la profession, les antécédents toxiques, diabète, psychique, HTA, donc les traumatismes, l'heure et le mécanisme, soit par un électrique vrai, flash, électrocution. Les circonstances, soit diagnostic professionnel et le temps de contact et le type de courant. Donc l'évaluation générale est à la recherche, donc on cherche l'état de conscience, la règle de l'ABC, donc les colorations des conjonctifs, l'état général, la couleur des urines. Bien sûr, c'est pour rhabdomyolyse, donc urine foncée, ça veut dire que déjà la rhabdomyolyse elle est déjà installée. Donc l'évaluation locale, état cutané, musculaire et vasculaire, et les autres examens ophtalmiques et abdominaux. Donc les bilans doivent être hiérarchisés, commençant bien sûr d'abord par l'évaluation des lésions myocardiques et vasculaires, ECG, CPK, tamponine dans les 24 heures, évaluation des lésions musculaires et rénales par la CPK, la kaliémie, l'urée, la créatinine, ensuite l'évaluation des lésions neurologiques, une TDM du rachis et du crâne, le bilan du traumatisme si effet de blast, donc un body scan, et recherche une atteinte sensorielle, oréelle, ophtalmologique. Passons à la conduite à tenir. Donc, une fois à l'hôpital, donc après évaluation clinique du brûlé, de type et de la circonstance de la brûlure électrique, le médecin urgentiste peut poser l'indication de l'hospitalisation si un patient présente des signes électriques, des cliniques incluant un syndrome de Loge, altération de l'état général de la conscience et hémodynamique. Le patient peut alors soit être hospitalisé en réanimation ou mis en surveillance.
Donc, sur le plan général, on commence par la libération des voies aériennes supérieures, soit par un masque à oxygène dans un contexte d'intoxication au CO. Donc, l'oxygénation, les ventilations mécaniques, l'installation de la rocité et le changement de voie sont des indications d'un œdème laryngé, donc une intubation. Donc, l'abord vasculaire par une voie veineuse périphérique. La perfusion, bien sûr, il faut, selon la formule de Parkland, qui est 4 mm par 1 kg par surface de brûlure totale. La moitié, elle doit être administrée en 8 heures et l'autre moitié dans les 16 heures qui suivent. Le deuxième jour, on fait 2 mg par kilo par pourcentage de surface brûlée totale. Donc, le choix des solutés, généralement, ce sont des surnuits physiologiques. Bien sûr, l'anesthésie et la sédation, sont un volet qui est important dans notre conduite à tenir. Donc, la douleur, elle est surtout majorée par le stress métabolique, contribuant ainsi à l'aggravation de la dénutrition et la retard de la cicatrisation. Donc, on peut avoir recours à la kétamine, qui est un analgésique de choix. Elle peut être administrée par voie intraveineuse continue à dose de 0,04 à 0,12 mg par kilo par heure, après un bolus de 0,1 mg par kilo. Et les benzodiazépines, les morphiniques, il faut lutter contre l'infection. Donc, un sondage urinaire. Donc, les AINES sont contre-indiqués dans les 48 heures chez les brûlés graves, vu le risque accru d'insuffisance rénale et d'ulcère gastrique de stress. La corticothérapie peut être utilisée à la phase initiale pour lutter contre le processus inflammatoire et l'œdème. Maintenir une ambiance thermique chaude. Évaluation des extrémités des brûlés, diminution de l'œdème. Et la position proclive dans les brûlures cervico-faciales. Donc, on va commencer par l'excision des flictènes, bien sûr, selon la localisation, les lavages des lésions. On applique un topique antibactérien qui permettre une très bonne prévention de l'inflammation. C'est la sulfadiazine argentique, donc la flamazine. Et les brûlures sont recouvertes de compresses en quantité suffisante pour drainer l'exsudant. Donc, ce sujet a été traité l'année dernière pour les brûlures thermiques. Donc, la deuxième des choses, et ce qui constitue, c'est un acte d'urgence, c'est les incisions de décharge. Et ils sont indispensables à chaque fois que la brûlure cutanée est circonférentielle et profonde. Donc, on pratique des incisions de décharge. Donc, bien sûr, c'est avant même l'apparition des signes de compression. Et ces incisions, ils consistent à ouvrir l'épiderme et le derme au niveau des zones brûlées. La deuxième des choses, c'est l'aponeurotomie. Alors là, il faut rechercher le syndrome des loges, qui se traduit par une augmentation de la pression dans la loge aponeurotique inextensible, ce qui induit une ischémie musculo-nerveuse dans la loge et qui peut aller à la nécrose, qui est à l'origine des séquelles permanentes avec risque d'amputation. Donc, cliniquement, c'est la douleur, donc l'un des 5 P, donc l'ischémie tissulaire, suivi des 4 P, la paresthésie, paralysie, la pâleur et l'absence de peau. Donc, le syndrome des loges, et bien sûr, on peut être confirmé à l'aide par la mesure de la pression des loges qui suspectée supérieure à 30 mm de mercure. Et l'aponeurotomie, donc, reste la méthode la plus efficace pour prévenir le syndrome de loge menaçant. Après, c'est l'avulsion des lésions. Donc, c'est surtout, on procède à la nécrosectomie à partir du 4e jour, le temps que les lésions soient stables.
Donc, et bien sûr, on fait une nécrosectomie en un seul bloc, toute l'épaisseur de la peau, ainsi que les tissus cellulaires sous-jacents. En premier temps, on peut faire une excision guiref, c'est-à-dire avant 8 jours avant 8 jours de l'évolution. Et ça consiste bien sûr à faire des greffes cutanées, qui sont bien sûr soit des greffes cutanées qui sont expansées ou non expansées. Enfin, pour prendre en charge un patient électrisé, il nécessite de respecter les règles de sécurité. La prévention est tout d'abord le plus important, d'analyser les circonstances et les modalités d'exposition, de respecter les règles prioritaires de la réanimation, de ne jamais sous-estimer la possibilité des lésions internes et de ne pas oublier que tout électrisé est un polyagressé, est un polytraumatisé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Lella Hind. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour notre chère consoeur? Le micro est là. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, pour les allergies à la pénicilline, quel est le meilleur antibiotique qu'on peut prescrire à part la pénicilline? D'accord. C'est au dehors du thème, mais on peut. Non, j'en ai le micro. Ça marche. Ça marche. D'accord. Donc normalement, si on a la pénicilline, on peut aller vers la C3G et c'est généralement ça, ou bien à la colimicine pour les brûlures, les lésions cutanées. La colimicine elle a une bonne distribution cutanée. La colimicine. Ça n'existe pas que les pharmacies Hospitalier généralement. Généralement, une fois que, par exemple, au niveau des lésions cutanées, comme on dit, donc, normalement, la brûlure, c'est une plaie qui est stérile. Donc, si on respecte, donc, les pansements qui sont quotidiens, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. L'antibiothérapie n'est pas systématique. Non, mais il faut savoir les signes d'infection. Parce que c'est pas tout, parce que ça ne veut pas dire que la peau, il y a une perte de substance, qu'il y a une infection. L'infection, elle peut refléter par des pourtours de la lésion qui sont rouges, par un œdème, gonflement, par la fièvre, etc. Pour les signes généraux. Ensuite, on fait si on passage à l'antibiotique, généralement c'est l'amoxicilline protégée. Sinon, vous pouvez le référer au milieu hospitalisé pour qu'il y ait un traitement adéquat. Bien sûr, il faut rechercher d'abord faire un échantillonnage pour savoir au juste le germe responsable. Merci, docteur. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gestes spéciaux pratiques sur les lieux de travail pour une personne brûlée électrique? Comment? Il faut couper la source de substance. En dehors de ça, donc sur les lieux de travail. Sur les lieux de travail, bien sûr. Pour les médecins de travail, spécialement pour les médecins de travail qui sont amenés à... Avant. Oui. Donc la première des choses comme c'est la question. D'accord. Et donc il faut protéger l'électrisé, parce que l'électrocuté, c'est celui qui est mort déjà. D'accord. Donc l'électrisé des sources électriques. Ensuite, il faut tout d'abord faire un ECG. Donc c'est surtout les lésions cardiaques qui sont primordiales. Il faut bien sûr réchauffer le patient, c'est la lutte contre l'hypothermie. Il faut bien sûr essayer d'enlever les vêtements et les réchauffer par un drap qui est stérile. Et surtout, c'est l'ECG. L'ECG sur place. Et mettre la voie veineuse périphérique avant de l'envoyer. Surtout ça. Le défibrillateur pour quelqu'un qui a eu une brûlure électrique, est-ce qu'on peut utiliser un défibrillateur lorsqu'il est en arrêt cardiaque? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ça, c'est les mesures de réanimation maintenant. Pour la brûlure, c'est vraiment les lésions cutanées, ça passe en deuxième temps. La première des choses pour les brûlures électriques, c'est cardiaque, c'est la vie du patient. Les lésions, même pour notre prise en charge, elle est
assez retardé. Donc, on va passer par des pansements. Jusqu'à 4e jour, on va commencer par les parages, etc. Mais bien sûr, après avoir éliminé donc, le syndrome des loges, qui est une complication très importante dans notre spécialité. D'accord? Mais tout d'abord, c'est les mesures de réanimation. La première des choses, pour tout brûler, quel que soit électrique ou thermique, c'est les mesures de réanimation. D'accord, merci. D'accord. Bien sûr, le remplissage, parce que le brûlé, il perd trop d'eau. Non, c'est le service, mais on prend en charge les patients brûlés. Donc, en même temps, c'est un service de brûlés et chirurgie plastique et esthétique, mais on prend en charge les brûlés. Dans le futur, je pense que le CHU, il y aura un service que pour les brûlés. Exactement. Professeur, concernant l'excision des flictènes, est-ce qu'on doit les ponctionner ou bien enlever toute l'épiderme? C'est selon la localisation. Au niveau de la face et au niveau de la main, la face dorsale de la main, on ne fait pas une excision. On peut les percer, mais garder les flictènes pendant au moins 4 jours. Ça permet aussi c'est comme un pansement qui est naturel et que pour éviter par la suite donc, de garder des cicatrices. Donc, mais au niveau on peut l'enlever toute la flictène. Sauf au niveau du visage et des dos de la main qu'il faut garder au minimum 4 jours. Et par quel médicament faut-il? Parce que ça va garder des cicatrices qui sont indélébiles. Le soin local, qu'est-ce que vous... D'accord, bien sûr. Donc, en premier temps, maintenant je parle en général des brûlures. Donc les brûlures, en premier temps, bien sûr, il faut tout d'abord évaluer le degré. Est-ce que c'est superficiel, premier degré, deuxième degré superficiel, profond et troisième degré. Donc c'est selon. Donc généralement l'érythème, au niveau du premier degré, on peut faire juste la vaseline, ça va partir juste à côté. Mais pour les brûlures profondes, on commence dans les 12 premières heures. Il est recommandé de commencer par la sulfadiazédine, la flamazine, pendant les 12 premières heures. Et après, les pansements, ça dépend de l'évolution de la lésion. Par exemple, si jamais on a donc ça, on va encore parler des 3 phases de la cicatrisation qui sont la détertion, le bourgeonnement et l'épidermisation. Donc pour la détertion, donc là on a que le corps il essaie d'éliminer tous les tissus qui sont nécrosés et qui n'est pas utile au corps. Donc là on peut faire soit la flamazine, soit on peut, si le patient est en dehors de l'infection, juste faire un pansement gras par vaseline. D'accord, merci. Voilà, et ça dépend de la lésion. Il faut toujours adapter ton pansement. Tu ne peux pas commencer un pansement, par exemple, je ne sais pas, avec une crème, une pommade, et tout au long du processus de la cicatrisation. À chaque fois, il faut prendre des photos pour voir l'évolution. Et surtout, pas d'éosine. Pas d'éosine. Pas d'éosine, pas de bétadine. Parce que oui, l'éosine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va masquer l'évolution. Déjà, tu ne connais pas, tout est en rouge, tu ne sais pas, est-ce que vraiment c'est une infection et que la couleur de l'éosine. Et en même temps, ça assèche et ça irrite la lésion. Donc du coup, la cicatrisation, on a besoin d'un milieu qui est humide et non pas sec. C'est au dehors. Il y a longtemps, on croyait au contraire que, d'ailleurs, les brûlés, ils le faisaient dans des terrasses pour les faire sécher, exactement. Maintenant, non. Maintenant, on recouvre notre brûlé. Une dernière question, s'il vous plaît. Concernant l'antibiothérapie à titre préventif. Il n'y a pas d'antibiotique. Pour la brûlure, c'est une plaie qui est stérile. C'est stérile. Il n'y a pas d'antibiotique systématique. On peut, par exemple, nous, quand on prescrit les antibiotiques, si le patient il est passé d'un hôpital à l'autre, là, on peut avoir une infection nosocomiale. Mais si jamais il est venu de sa maison chez nous, ce sont les lavages, donc les soins locaux. Et après, on évolue notre patient. Mais les antibiotiques ne sont pas systématiques. Bien sûr, il faut refroidir. Sauf, moi je parle. La différence entre les brûlures électriques et les autres brûlures thermiques, c'est la conséquence sur le corps. Pour les brûlures, c'est que local.
Généralement, après, s'ils sont graves ou de grandes surfaces, mais l'électrique, tu as sur le champ immédiat, tu as des lésions cardiaques, tu as des lésions neurologiques, tu as des lésions rénales dans l'immédiat, tu vois. Donc, c'est ça, c'est essentiellement, c'est une multidisciplinaire et c'est surtout de réanimation. C'est ça la première prise en charge des brûlures électriques. Je vais aider à ça. Plutôt, je vais ajouter ce que vient de dire par le docteur Yin. Quand il s'agit d'une brûlure chimique associée à une électrique à la fois. Et ça, je vous demande de ne pas oublier parce que je l'ai vécu. Il faut obligatoirement, bien sûr que votre patient n'est pas en réanimation arrêt cardiaque, puisque vous voulez. C'est une brûlure de premier degré électrique. Il faut laver abondamment avec de l'eau. Bien sûr. Oui. Ça, généralement. Une demi-heure, sinon 1 heure. D'accord. Sinon 1 heure. Là, il y a la brûlure électrique. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé pour 2 raisons. Je suis un jeune médecin, comme vous le voyez, bien sûr. Comme moi. Ma chère consoeur, je suis médecin. C'est jeune d'esprit. Je suis le médecin de travail de l'Office national de l'électricité. J'en ai vu des arrêts cardiaques. Je l'ai vu. C'est le docteur Erin, les 3 niveaux. Oui. Alors, quand tu as des poids, je pense, 1 volt. Et là, nous allons passer à un sujet aussi important que ça, tout au moins pour moi. C'est la constatation de ce décès sur le plan médico-légal. Et on a la chance d'avoir avec nous notre cher expert. On n'a pas avec un patient. Alors, je veux dire à mes jeunes consoeurs et confrères, on peut toujours s'affronter à ces 2 problèmes. Le premier, les brûlures chimiques qui sont assez importantes. électrique pas beaucoup لان كلنا ضربنا برود ضرب عيالاتنا ولادنا شويه وكتجبدي مريضنا باس خصني هاد الطوموبيل وضربك. Très important. Oui, je veux, et je pose la question à ma jeune consoeur, expliquez-nous, parce que c'est un truc qui m'est revenu dans ma pratique, c'est que كيقول لي الدكتور نقص الباب كيضربني الضوء ولا الباب ولا السواك. Alors moi, personnellement, dans la mesure où il n'y a pas de conséquences, explique-nous ce phénomène. C'est généralement, ce sont des électrons. Normalement, les électrons exactement, nous sommes, qui se déplacent entre, qui changent entre électrons et ions. Donc, c'est un problème d'électrons. Donc, on est considéré comme un conducteur. Et chaque fois, quand on touche, par exemple, si jamais il y a une masse électrique qui passe dans un véhicule ou autre chose, donc si jamais, on peut dès qu'on la touche, sentir l'électricité, parce qu'on est considéré en tant qu'un conducteur. Oui, mais est-ce qu'il y a le voltage? Bien sûr. Bien sûr. C'est l'intensité. C'est l'intensité. C'est la différence bien sûr. entre le point de départ et l'arrivée, c'est-à-dire que le lieu de départ, le voltage c'est l'intensité. L'intensité de l'électricité. Si jamais, comme j'avais dit, si jamais l'intensité de l'électricité elle est inférieure à 0,5 milliampères, donc on ne la sent pas. On ne peut pas la détecter, on ne la détecte pas. Mais dès qu'elle dépasse la 0,5 milliampères, donc 5 milliampères, donc dans ce cas-là, il y aura une petite contraction musculaire. D'accord. Thermique. Quel que soit son type, il y a une règle qui s'appelle la règle des 3-15. Il faut, soit avec de l'eau à 15 degrés, sur une surface qui est moins de 15 de surface brûlée totale et pendant 15 minutes refroidir la brûlure. D'accord? Si jamais la surface brûlée dépasse 15%, on risque de tomber dans l'hypothermie du patient. On va contribuer à encore plus de contribuer à l'hypothermie du patient. D'accord? Merci. Merci.